Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir un chef d'entreprise, un grand patron, comme on dit. Il dirige Néo, une entreprise dans le monde viticole, dont nous reparlerons. Il a dirigé l'équipe. Et puis, une autre de ses caractéristiques, outre le fait d'être chrétien, pratiquant, catholique, est d'avoir perdu sa fille au JMJ à Rio. Ça a été un électrochoc à cette époque-là. Vous vous en souvenez certainement de Sophie Morinière. Et bien, nous recevons son père, François Morinière, dans VIP. François, bonjour. Bonjour. On va évoquer beaucoup de choses dans cette émission. On va parler de Sophie, votre fille aînée. On va parler du chef d'entreprise aussi que vous êtes. On va parler de différentes passions. Fans de foot et de rugby, restez avec nous. Ça va être très riche. Moi, j'ai envie de commencer avec Sophie. Parce que quand on parle de Sophie Morinière, ça a été effectivement, comme je le disais en introduction, un électrochoc, aussi bien dans le monde, évidemment, catholique, le monde des JMJistes, le monde catholique et le monde tout court. Cette mort violente, qui a eu un écho par le pape, déjà, incroyable, on va rappeler tout ça. Mais peut-être déjà vous présentez-vous, François Morinière, vous présenteriez comment en une minute? Père de famille, responsable d'entreprise. Ouais. Chrétien convaincu. Depuis toujours. Amoureux de la vie. Amoureux de la vie, très bien. Voilà. Ouais. Et, voilà, chose simple. Heureux? Très heureux. Vous êtes un homme heureux? On peut dire, en ayant perdu sa fille aînée, je suis un homme heureux? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, vraiment. Un bonheur qu'il a fallu reconquérir, quand même. Oui, puis c'est un bonheur qui est différent. Ouais. Hein, il a probablement plus de profondeur. Parce que ce genre de choses vous fait réfléchir sur le pourquoi de la vie, le pourquoi de la mort, vers où on va, à quoi ça sert. Donc forcément, beaucoup de questions se bousculent dans votre cerveau et dans votre cœur pendant des mois. Et donc, forcément, les choses sont différentes après. Alors, c'est vrai qu'il y a cette... comment on peut appeler ça? Est-ce que c'est une malédiction? Je ne saurais pas dire. Une mort violente par JMJ. Ouais. C'est Sophie quand en même... avait parlé d'ailleurs avant de partir. Bah oui, elle en avait parlé avant de partir. Est-ce qu'elle a senti les choses ou quoi? Enfin... Je ne sais pas, elle avait dit, mais si ça se trouve, je ne reviendrai pas parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. Ouais. Alors, on lui a dit, mais écoute, de quoi tu parles? Ouais. Et alors, c'était, juste pour rappeler les circonstances, c'était un accident de bus. Les jeunes avec lesquels était partie Sophie étaient en Guyane, parce que les JMJ, juste pour rappeler, il n'y a pas que la partie avec le pape. On peut aussi faire une partie plus longue, surtout quand c'est à l'autre bout du monde comme ça. Bien sûr. On était sur les JMJ de Rio. Donc, ces jeunes-là étaient en Guyane, ils sont accueillis dans des familles. Enfin, il y a tout un contact qui se fait avec le peuple là-bas. Et donc, ça a été un accident de bus. Quand on regarde, je suis allée revoir les images de l'époque, quand on voit l'état du bus, on se dit comment c'est possible qu'il y ait eu une seule personne décédée. C'est tombé sur votre fille. Ça aurait pu être tout un bus. Ça a été quelque chose de très violent. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On essaye de donner un sens à cette mort qui n'en a pas, ou on se dit c'est un accident et ne cherchons pas, comme souvent les cathos, on a tendance à chercher du sens partout. Je pense que d'abord on est submergé par la douleur, après on passe par tous les états d'âme et donc forcément les questionnements. Assez vite on a eu la grâce, je pense, de ne pas chercher à tout prix des responsabilités. Une révolte contre des gens et des faits, parce qu'effectivement il y a des responsabilités évidentes. Hein, il y a une route qui ne devait pas être empruntée par ce camion et qui roulait trop vite. Parce qu'un camion roulait trop vite, c'est déporté et a percuté voilà, c'est une route qui est interdite pour les camions d'un certain tonnage. Mm. Et comme c'était un camion en plus qui était transportait un tracteur derrière, c'est un convoi exceptionnel, il devait être balisé. Donc c'est infraction dans tous les sens au code de la route, y compris vitesse démesurée. Donc, mais après, si vous voulez, assez vite, on se dit, et donc, ça va revenir Sophie. Donc, je pense qu'on a eu la grâce de passer assez vite ce temps de révolte pour passer déjà à autre chose, qui était, je pense, la conviction très rapide que Sophie était au ciel, par différents témoignages, signes. Et donc, je pense qu'on s'est tous dit, voilà, elle est bien où elle doit être infiniment heureuse. Et si Dieu a décidé de la rappeler à ce moment-là, c'est qu'il avait certainement... voilà, c'était son destin. Et donc, assez vite, on s'est projeté dans à la fois cette assurance de la vie éternelle, qui était assez rassurante, même très rassurante. Hein. On s'est accroché à ça, je pense,
pour tenir face à la douleur. Et il y a quelque chose aussi, je trouve, donc vous avez fait un livre familial. Alors ça, c'est à la fois très étonnant à lire, où chacun prend la parole, vous, votre épouse, vos autres enfants, chacun là où il en est à ce moment-là, et le ciel devient plus familier, le titre du livre. Et c'est un livre, quand on le lit, comment vous dire, il est triste parce qu'on vous accompagne dans votre tristesse et votre douleur, mais en même temps, il y a des petites phrases comme ça qui sont pleines de bon sens déjà, et d'espérance. Et à un moment, je me souviens, je ne sais plus lequel de vos enfants dit ça, ou est-ce que c'est votre épouse, mais il y a eu, elle est restée dans le coma, votre fille, une demi-heure avant de partir. La certitude qu'elle n'a pas souffert, c'est déjà quand même... C'était très important pour moi, ça, je me souviens, quand même énorme. Ça m'angoissait beaucoup. Ouais. Elle est morte dans les bras de son amie, à voilà, Lorraine. et je l'ai rappelé, je me souviens très bien, 3 semaines après, et j'ai voulu de nouveau qu'elle me redise au téléphone le fait qu'elle n'ait pas souffert. Parce que ça, je pense que c'était... voilà, ça a remis une couche d'atrocité à l'affaire. Bien sûr. Et cette demi-heure de coma, avant qu'elle parte, où elle est décédée dans les bras de son amie, est-ce que c'est pas la demi-heure, je ne sais plus qui dit ça, où elle a consenti à partir? Il y a quelque chose, cet ordre-là, oui, parce que c'est vrai 21 ans, brillante étudiante, super belle nana, elle avait la vie devant elle. Elle était très active dans la vie, Sophie, elle faisait tout un tas de trucs alors, au nom de sa foi. Ceux qui connaissent l'expérience de mort imminente, etc., disent qu'à un moment donné, effectivement, ils se sentent partir. Il y en a qui disent qu'ils ont éventuellement un échange avec Dieu à ce moment-là, qui se demandent s'il est enfin voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mystérieux, non, mais on le saura. De toute façon, on ne le saura jamais. On le saura je le pas. saurai probablement quand je serai au ciel avec elle, mais jusque-là, on attendra de savoir. Oui. Et voilà, elle a consenti à partir, peut-être en tout cas. Et après, dans ce livre, on voit tout le chemin que fait la famille. Et je crois que c'est Paul, votre fils, qui dit ça, qui dit aussi, c'est pas la même chose de mourir au coin de la rue renversé par une voiture à 2 mètres de chez soi et de mourir au JMJ. C'est ce que je dis tout au début. C'est vous qui le dites. Ça a eu un écho. Tout au début du livre. Donc on a écrit ce livre qui s'appelle « Et le ciel devient familier ». Et pour partager nos expériences et notre vie depuis la mort de Sophie. Et c'est vrai que la mort d'un enfant, c'est épouvantable. Et donc toutes les morts d'enfants sont épouvantables. Mais effectivement, elle aurait pu retomber très vite dans l'anonymat, une voiture écrasée par une voiture au coin de la rue. Et ça n'a pas été comme ça. C'était la même personne qui serait morte, mais l'écho voilà, n'a et donc pas du coup, été forcément, l'écho... alors l'écho... vous savez, l'écho médiatique, on s'en passe. Non, je ne parle pas de cet écho-là, je parle du pape François, voilà, mais qui très la vite, cite et qui cite toute la famille morinière en disant « je veux Et là, on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Pour cette je sais pas pourquoi jeune ça se femme passe qui comme est ça. morte. Voilà. C'est très rare c'est extrêmement rare parce que le pape, bien sûr, demande de prier pour toutes les victimes de tous les accidents de tous les jours. Cité. Et effectivement, il cite Sophie, et là, on se dit, bon, moi, j'étais dans mon lit, je sais pas ce que je faisais, je lisais, je crois. Puis je reçois des textos de gens qui sont sur la plage de Copacabana et qui me disent, mais le pape vient de parler de ta fille. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, par un ami à l'équipe, je récupère la bande le lendemain, parce que vous étiez en direct sur KTO. Oui, on est en direct sur KTO. Pas devant KTO, pardon. D'ailleurs, KTO est cité dans le livre. Oui. Et donc, j'étais pas en direct. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai reçu la bande, et puis après, les bandeaux BFM et compagnie qui disaient le pape demande de prier pour la Parisienne qui est décédée, etc. Et c'est vrai que du coup, après, tout est parti très vite dans plein de directions. Et ça, c'est étonnant. Et donc, on se dit que y a des fruits qui sont venus de cet événement, de cette mort. On a créé un de ses cousins a créé un blog où on a rassemblé des témoignages sur Sophie, tout ce qui s'est passé depuis sa mort. C'est un blog qui a été visité par des gens de plus de 120 pays dans le monde. Tous les jours, il y a du trafic dessus. C'est fou, la fécondité et donc, qu'il y a eu derrière. Alors, on est passé à un deuil familial, on n'est pas dans le mondial. parade des gens qui ont de la fécondité, parce qu'il y a des gens qui en ont infiniment plus et qui sont des grands saints, mais voilà, elle, avec sa vie ordinaire, je dirais, de chrétienne, étudiante, etc., voilà, qui inspire des gens, qui les aide à prier, qui les aide à se convertir, qui les aide à se rapprocher du Seigneur, qui les aide à vivre dans une plus grande sérénité, qui les aide à accepter son départ, parce que je pense que c'était aussi très dur pour les jeunes, non seulement c'était qu'en Guyane, mais bien sûr pour ses amis. Hein. Et là, il faut dire que c'est pareil. On parle du pape, mais l'Église nous a beaucoup entourés, et l'Église dans tout ce qu'elle est d'exceptionnel, de variété, de diversité. L'évêque de Guyane, Emmanuel Lafont, est un homme formidable, qui a su parler tout de suite aux jeunes sur place le soir même,
Ah oui, il a pris les choses en main, je Monseigneur dirais, pour Lafond, hein. dompter Oui. leur révolte, leur Oui. incompréhension, leur tristesse. Et il a mis tout ça dans les mains du Seigneur et ça leur a fait un bien fou. Le cardinal Barbarin Alors, est incroyable. apparu aussi dans cet espace très vite. Alors, le cardinal Barbarin, qui évidemment est un ami de la chaîne, et qu'on connaît bien ici, il était en France au moment de l'accident, il partait le lendemain. Il est parti le lendemain. Il oui. est parti le lendemain, donc Voilà. il est arrivé en situation de crise. Voilà, et il était d'autant plus en situation de crise qu'en fait, les gémistes étaient bloqués en Guyane parce qu'il n'y avait plus d'avions qui marchaient. Oui, puis on ne savait pas où les loger, Voilà, enfin, c'était- ça a été une crise Et donc, à tout niveau. par un hasard de la vie, donc plutôt par un signe de la Providence, on s'est retrouvé avec lui au téléphone. Sur la route, en allant retrouver Sophie au funérarium pour lui dire au revoir. Quand Et en elle a fait, été rapatriée. voilà, et en fait, il pensait appeler le préfet. Ah, en fait, ça, il a pris- elle est drôle, cette histoire. En fait, Pardon. Emmanuel Lafond lui passe son téléphone en disant Donc- écoute, moi, le préfet, j'arrive pas à le faire bouger. Et si tu l'appelais toi, peut-être que t'es cardinal, je sais pas, tu veux dire, oui, je vais lui parler, etc. Et il prend le téléphone, il appuie sur le bouton et il pense appeler le préfet. Et en fait, le numéro d'avant, c'était Morinière. Et donc, il tombe dans la voiture, on est tous les 5, et Vous il dit êtes c'est le cardinal Barbarin. À Paris, vous À vous Paris, apprêtez entre à aller Garches et Paris, pour aller au funérarium. Vous voyez rejoindre le l'ambiance, corps de quoi. votre fille. Vous voyez l'ambiance à 14h, Ouais. sympathique. Et là, il tombe sur nous dans la voiture, et en fait, il nous parle comme si c'était nous qui souhaitait joindre. Oui. Et là, pendant 10 minutes, on a une catéchèse sur la mort, avec des mots exceptionnels, et comme il sait parler, il a un don. Oui, il a un don de la parole. Il a un don de la parole Barbarin, on exceptionnel, est d'accord. formidable. Et bon, on se raccroche, nous on est à notre funérarium, et 2 heures après, il fait sa crise cardiaque. Ouais. Et donc, pendant la messe, il tombe malade, il fait sa crise cardiaque. Bon, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais donc, je pense qu'il se dit que c'est peut-être pas, c'est pas loin de la fin. Donc, on lui donne les sacrements d'extrême onction, et il se met à prier Sophie. Parce qu'il dit à Sophie, bah, écoute, voilà, si c'est le moment. Voilà. Et de cet événement improbable, il y a une relation entre lui et Sophie, qui fait que tous les soirs, accompli, il prie l'image de Sophie. Il a l'image de Sophie dans son devant lui regard. depuis ce jour-là, parce que donc Monseigneur Barbarin n'est pas mort de sa crise cardiaque, et on en est Il est vraiment parti à Fort-de-France, très heureux. en urgence, cadeau Ouais. de pontage, il a été sauvé, Il a été et il se sauvé. porte comme un charme, enfin en tout cas sur le plan cardiaque, Voilà. il va beaucoup mieux, il n'a plus de séquelles, et donc il est suivi, mais tout va bien. Et de ce moment-là est née une relation avec Sophie, très particulière. Et il est venu à Paris 6 mois après pour dire la messe à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et depuis, on a un lien très fort avec lui. Donc, Oui, mais voilà. il l'a pris tous exemple, les soirs. voilà, quoi. exemple, donc Monseigneur Lafond, et puis Christian de Cacré, on en parlait tout à l'heure. Alors, des services Christian de Cacré, il faut qu'on explique un petit peu aux gens qui c'est. Pour ceux qui ont suivi KTO dès le départ, il y a 16-17 ans, Christian de Cacré, il travaillait ici. Moi, ça a été un collègue de travail, il présentait les émissions. Et puis un jour, je me souviens, il est parti en me disant « Emmanuel, je vais créer un service funéraire catholique. » Ah bon, mais quel dommage, tu étais un super journaliste, moi j'aimais beaucoup ce que tu faisais, un homme d'une grande humanité. Bien sûr. Et c'est dans ces fonctions-là que vous l'avez Voilà. rencontré, parce que quand il y a une mort violente comme ça, à l'autre bout du monde, la Guyane, vous n'y aviez jamais mis les pieds, vous apprenez qu'il y a un service funéraire catholique, vous n'êtes pas allé chercher midi à 14h, bon, très bien, Christian comment? Christian de Cacré, très bien, on y va. Et cet homme-là, Christian, et que je salue au passage, quelle qualité d'homme, c'est devenu un ami pour vous d'ailleurs, cet homme-là était essentiel. On va parler d'autres personnages qui ont été essentiels dans le fait de pouvoir ramener Sophie de la Guyane, de pouvoir la voir, parce que normalement les cercueils sont plombés, on n'a plus le droit de voir, donc il faut faire sauter les scellés, c'est tout un truc, machin. Il a été incroyable. Ah oui, Christian, c'est un homme formidable qui a reçu cet appel de Monseigneur Lustiger pour créer ce service catholique des funérailles à Paris. Et donc, voilà, assez naturellement, le lendemain de l'accident, on est allé vers lui pour organiser son enterrement. Voilà. Et mon croque-mort est devenu mon ami. Il dit que c'est la seule fois où c'est arrivé d'ailleurs, Ouais. qu'il devient ami avec un client, entre guillemets, mais il a tout de suite su que cette histoire aurait des dimensions hallucinantes. Et Il pareil, le dit dans le c'est-à-dire livre. qu'en fait, il explique qu'il devait. Il avait un mariage qui était prévu ce week-end-là, avec je crois, de la famille, etc. Et ça lui cassait un peu les pieds. Il n'était pas. Et il a dit à sa femme écoute, non, je pense que je vais rester à Paris, je préfère rester à Paris. Et donc, il était à Paris quand c'est arrivé. Voilà. Il était là au moment où vous aviez Ouais. besoin de lui, une fois de Ouais, plus. ouais, bien sûr. On peut appeler ça des heureux hasards, on peut appeler ça de la divine providence. Ouais, Monseigneur je pense Barbarin qui se trompe de téléphone, Voilà. qui tombe sur vous au moment où vous avez besoin d'entendre une parole Ça, c'est forte sûr. avant de voir votre Et voilà. Et puis, incroyable. beaucoup donc, des signes de l'Église. Mais je ne peux pas tout vous dire, il faut lire le livre. Ah oui, non, pour ceux on que va ça pas tout dire. intéresse. Non, mais et c'est juste pour et puis donner après, aux des gens signes, le- des ouais. signes de la fraternité humaine. Hein, et ça aussi, c'est fort. Donc, on est chrétien, mais on est aussi homme. Et beaucoup de gens autour de moi m'ont énormément aidé. Donc, certains sont très connus. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle d'elle. Il y a un nom qui apparaît dans le livre qu'on n'attend pas. J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Sophie, il faut quand même l'imaginer,
en janvier 2013, en train de défiler dans la rue, avec la manif pour tous, contre la loi Taubira, donc on l'imagine très bien, etc. On est en janvier 2013, elle est décédée le 17 juillet 2013. Et coup de fil de Christiane Taubira. La famille, enfin, Christiane Taubira est rentrée dans votre vie, quelqu'un contre qui vous avez lutté. Oh, moi, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, Sophie. Sophie, ouais, je ne suis pas d'accord avec la... Pas contre elle, contre la loi. Attention, il ne faut pas mélanger les gens. Je crois qu'il faut distinguer. Mais cette femme-là a eu une importance dans votre vie cette année-là. Je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Ça a été incroyable. Vous avez découvert une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle qui s'est investie. Oui, parce que c'est sa terre, la Guyane, et qu'elle s'est sentie complètement concernée. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Là aussi, vous savez, à un moment, dans la vie, on cherche toujours des preuves d'existence de Dieu. Et je pense Ah, vous aussi, vous faites ça. D'accord. Moi, je crois que je ne suis pas tout seul. On est tous à la recherche de preuves d'existence de Dieu, y compris des très grands philosophes avant nous. Et je pense qu'on est aveuglé et qu'on ne se rend pas compte des preuves qu'on a autour de nous. On ne voit pas les signes, vous voulez dire ? On en parlera tout à l'heure sur un passage d'écriture. Mais donc Christiane Taubira, elle apparaît parce que tout d'un coup, 1h30 après l'annonce, 2 heures après l'annonce de Sophie, je pense à la Guyane et je pense à Christiane Taubira en disant mais elle est ministre de la Justice. Et je ne sais pas pourquoi j'appelle Valérie Fourniron, qui était ministre des Sports. Je connaissais très bien puisque j'étais patron de l'équipe. Et qui est devenue une amie. Voilà. Et qui a perdu, aussi un enfant, mais je ne savais pas. Ouais. J'appelle Valérie et je lui dis voilà Valérie, c'est terrible, épouvantable, je pleurais comme une madeleine. Et je lui dis est-ce que je peux appeler Christiane Taubira ? Parce que peut-être comme c'est en Guyane, elle pourrait nous aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Elle me dit écoute, pas de problème, je te donne son numéro de téléphone portable, je la préviens. Christiane Taubira est au Sénat, à l'Assemblée, je crois, reçoit un petit mot de Valérie en disant il y a eu un accident en Guyane, une personne est décédée, j'ai donné ton téléphone au papa. Bon. Je fais le téléphone et je tombe sur Christiane Taubira, qui toujours, toutes ces après-midi-là, a toujours son téléphone éteint. Ouais. Parce que sinon, elle ne peut pas travailler. Et donc mais ce jour-là, il était allumé. Mais ce jour-là, il est ouvert. Et donc, tout de suite, je tombe sur Christiane Taubira, formidable au téléphone, pleine de compassion, qui me dit je vais m'occuper de vous, on va voir ce qu'il faut faire, etc. Et puis elle sort du Sénat, elle commence à passer des coups de fil. J'appelle tout de suite là-bas. Et elle s'est mobilisée, et moi je suis un anonyme, enfin je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun enjeu, il y a juste l'enjeu de l'humanité. Et elle s'est mobilisée très vite, et elle a fait que on n'a pas eu à partir en Guyane, ce qui aurait été compliqué, parce qu'on ne connaissait personne, il fallait des vaccins, etc. Et elle a dit non, vous n'allez pas partir. Et elle s'est arrangée pour faire revenir le corps plus vite. S'il devait revenir au bout d'une semaine, il est revenu en 4 jours. Mais c'est que quand elle témoigne de ça, elle dit toutes les portes se sont ouvertes. J'aurais dû mettre des jours et des jours à obtenir ce que j'ai obtenu. J'ai tout obtenu. Non, mais elle a dû forcer. Elle était quand même garde des Sceaux. Mais c'est vrai tout de suite. Mais bon, tout de suite les choses se sont mises en mouvement et grâce à elle, effectivement, Sophie est décédée mercredi. Le dimanche à 14h, Sophie était à Paris. On a pu se recueillir sur son corps. Et effectivement, c'est très compliqué les histoires de décès en France. Il y a des lois. Et une fois qu'un cercueil est scellé, on ne peut pas le rouvrir. Et donc, elle a obtenu toutes les autorisations pour qu'on puisse rouvrir le corps à Paris. Christian s'en est occupé et on a pu prier devant Sophie. Et commencer le deuil. Voilà. Et commencer exactement. le deuil. Et le lien a continué. C'est-à-dire que le lendemain de ce jour-là, l'assistante de Mme Taubira appelle en disant la ministre doit vous voir. Voilà, quand est l'enterrement, etc. Et donc, la ministre ne peut pas venir à l'enterrement parce que c'était un mercredi de nouveau et c'est des questions d'actualité. Mais par contre, elle voudrait voir. Je dis très bien. Et donc, on s'est retrouvés dans l'entrée de la maison, une demi-heure avant l'enterrement, en train de partir à l'église, avec Christiane Taubira et la famille. Et là, on a eu un échange exceptionnel avec elle. Donc, elle a dit des mots très beaux, et puis elle était pleine d'humanité, elle a dit des choses très belles. Voilà, enfin, elle était avec nous, quoi. Et ça s'est poursuivi parce qu'aujourd'hui. Et après, elle m'a écrit quasiment tous les mercredis pendant l'été, un petit texto, un petit mot. On s'est revus à la rentrée et on s'aime beaucoup. Voilà, et il y a encore autre chose, c'est qu'il y a eu une continuité en Guyane, parce que les Guyanais ont été vraiment très touchés. Très touchés, ont voulu mettre une stèle. Les Guyanais, ils étaient anéantis parce que c'est une terre lointaine, difficile, sur laquelle on communique toujours en disant qu'il y a eu un machin qui a été assassiné, etc. Enfin, je caricature un peu, c'est l'histoire, il y a quand même un sous-jacent, le bagne, etc. Ouais. Là, c'était la fête, 800 métropolitains qui débarquent, des jeunes, enfin, c'était jamais arrivé, un accueil pas possible, et boum, arrive l'accident, et donc la fête est gâchée. News, voilà, accident en Guyane, machin. Bon, ouais. Donc ils étaient complètement anéantis, et effectivement, ils se sont mobilisés, ils ont décidé de construire une stèle, un certain nombre d'entre eux, à l'endroit où l'accident a eu lieu, et je l'ai dit à Christiane Taubira au printemps de l'année suivante, et elle me dit, je vais venir.
Et elle me dit, enfin, sauf si... Elle n'était pas prévue en Guyane à ce moment-là, elle a fait exprès l'aller-retour Voilà. pour, Elle me pour dit, bon, l'inauguration je ne de sais la pas stèle. si je pourrais, parce que voilà, mais enfin, je vais tout faire pour venir. Mm. Et comme c'est une femme de parole et qui a une volonté exceptionnelle, et ben, on s'est retrouvés le dimanche 20 juillet 2014, en plein cagnard, sous un soleil de plomb, avec son petit chapeau. On s'est retrouvés dans la stèle avec Valérie Fonneron, avec elle, avec Monseigneur Lafont. Elle a fait un discours magnifique. C'était un poème de Paul Éluard. Et on était tous ensemble. Voilà. Le matin, elle était avec nous à la messe. Et voilà, et la morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours distinguer les actes des personnes et que la complexité et la richesse des personnes va bien plus loin que ce qu'on croit connaître. Et que donc, voilà, à tous ceux qui l'ont injustement parfois critiqué à titre personnel, je ne parle pas de ces engagements politiques sur lesquels on a bien sûr le droit d'être pas d'accord, et c'est mon cas, certains de sujets. C'est une personne formidable. Voilà. Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi. Bien sûr, Nicolas Sarkozy m'a appelé à la maison. Il était au Canada, il était avec sa femme. Et pareil, il a eu des mots formidables. Et voilà, des mots. Et après, on en a reparlé. Et on s'était vu souvent aussi. Et il a partagé la douleur qu'il avait. Il disait, dans tout ce que j'ai fait comme président de la République, j'ai tout accepté, tout vécu, tout pris dans la figure, etc. La chose que je ne me suis jamais résolu à admettre et à vivre normalement, c'est de recevoir des gens qui venaient de perdre des gens. Et j'en ai vu tellement dans ma vie politique. Mais ça, il n'y a rien à faire, on ne s'y fait pas. Je trouve que c'était très beau. Et puis le président Hollande, tout de suite, m'a écrit aussi, un mot très gentil. Voilà, enfin, c'est des petits signes comme ça qui vous font du bien. Alors, c'est l'écho, quand on parlait de l'écho du décès de Sophie, le fait de mourir au JMJ au coin de la rue, c'est quand même pas la même chose. Ce serait resté un deuil familial, là c'est devenu un deuil mondial. Que les gens comprennent bien, hein, on parle des stars, mais il y a une dame qui nous envoie un chèque tous les 6 mois, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, elle nous envoie un chèque tous les 6 mois avec son adresse pour qu'on dise une messe pour Sophie. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, il y a les grands de ce monde, et puis il y a tous les autres qu'on ne connaît pas. Voilà. Les gens qu'on n'a jamais vu. Cette dame-là, je ne l'ai jamais vue. Elle écrit tous les 6 mois avec un chèque en disant qu'il faudrait faire une messe. Alors, c'est vrai que vos amis ont été extrêmement présents. Les gens de l'équipe ont été formidables. Exceptionnels. À l'équipe, vous aussi. J'avais des amis avec moi, des relations professionnelles très fortes. Des gens qui sont vraiment dans mon cœur. Et notamment un d'entre eux, qui était l'ancien rédacteur en chef de l'équipe, par qui le livre est arrivé. Donc ce qui est amusant, c'est de dire que... Alors, ce livre, il faut quand même qu'on en parle 2 secondes. Donc moi, j'aurais jamais pensé faire un livre, et il me dit... Ça, c'est très drôle. Un an après, il me dit, il faut faire un livre. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, il faut faire un livre, il faut témoigner, parce que tu verras, pour ta famille, l'histoire, il faut écrire. Lui, il adore écrire, c'est un écrivain. En plus des journalistes, il écrit remarquablement, c'est une plume magnifique. Et il me dit, il faut écrire. Je dis, écoute, mais si, je vais te trouver l'éditeur. Je vais te trouver un éditeur. On va voir un éditeur. Et puis le gars, finalement, ça ne marche pas. Donc je dis, tu vois, attends, Gérard. Il dit, mais j'en ai un autre, c'est sûr que ça va marcher. 8 jours après, on renvoie un autre éditeur. Et là, ça marche. Et donc ce qui est rigolo, c'est amusant, c'est que le livre donc, a été... l'idée est venue par un journaliste juif. Oui. Et le livre a été fait par un éditeur qui s'appelle Le Passeur. Et celui qui nous a aidé à écrire le livre est un pasteur évangélique. Voilà. Donc si vous ne voyez pas un signe de l'œcuménisme profond et des voies diverses que Dieu prend pour parler aux hommes, vous en avez la preuve. Alors déjà, l'histoire de ce livre, elle est sympathique, c'est vrai, elle est amusante, enfin, il y a de l'humour, il y a du clin d'œil. Et puis à côté de ça, on comprend aussi que ça a été une étape pour la famille de faire ce livre et de cette façon très intelligente de faire parler chacun, parce que vous avez des enfants... C'était l'idée du pasteur Éric Denimal, qui a créé un lien de confiance avec les enfants. Ouais. Au début, il a joué très intelligent en disant « Est-ce que je peux leur parler un petit peu? J'aimerais bien les voir, etc. » Puis d'un petit peu, c'est devenu plus. Et je trouve que c'est ça qui est original et intéressant, parce que bon... c'est pas un grand livre, mais le fait d'avoir des témoignages croisés, je trouve que ça fait... Et notamment les petits frères. Alors, il y a Juliette, la sœur, qui, elle, était très proche de sa sœur, mais les petits frères qui, eux, voyaient leur grande sœur comme ça. Enfin, c'est très intéressant à lire. Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée. Alors là, je suis sûre que c'est Paul qui l'a dit, puisque je l'ai vraiment noté. Il prend du recul, il pense à sa grande sœur, à qui elle était, cette façon qu'elle avait d'être engagée dans sa foi, engagée à Lourdes, comme brancardière, engagée dans différents trucs, enfin, une foi en action. Voilà. Et la phrase, mais 1, 2, 3, 4, 5 mots. La conclusion sur sa sœur, c'est « La sainteté, c'est faisable ». Signé Paul. Alors moi, ça m'a sidérée. Je dis, mais cette grande sœur, elle a réussi son coup. Vraiment, elle a réussi son coup. Oui, parce que c'est vrai que... on a toujours été un peu partagés, parce que forcément, les circonstances, le deuil, la douleur, etc., fait qu'on idéalise tout. Forcément, ça devient... Oui, puis elle vous a échappé un peu, cette jeune fille. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui dit, je ne sais plus, ou Paul ou Mathieu, qui dit, bon, ben, attendez, pas non plus, voilà, c'est notre sœur, elle était comme les autres, etc. Et c'est vrai. Et je crois que c'est finalement toute la vérité de la sainteté. La sainteté, c'est pas d'être exceptionnel, c'est de décider
suivre Dieu malgré tout et malgré nos faiblesses et nos erreurs et nos limites. Et ce qui ressort de ce livre aussi... Sophie, c'est ça, parce que c'était pas... Oui. Voilà, elle avait, comme tout le monde, ses défauts, ses limites, et voilà. Et ce qui ressort du livre aussi, ce qui moi m'a beaucoup impressionné, c'est que vous êtes tous des piliers les uns pour les autres. Parce que s'il y en a un qui s'est vraiment plus effondré que les autres, c'est vous, le chef de famille. Les enfants ont été très impressionnés de voir leur père autant s'effondrer, et personne ne va vous le reprocher, évidemment. Mais ce qui est très, très beau, c'est cette façon dont chacun, donc votre femme a pris de l'ampleur aussi. C'est une expérience qu'il a révélée aussi, d'une manière différente. Et chacun des enfants est devenu... Vous êtes tous devenus des piliers les uns pour les autres. Et ça ressort vraiment... Je ne sais pas si on vous l'a déjà fait, cette réflexion, François Morinière, mais ça ressort vraiment du livre en se disant, mais Dieu sait que l'épreuve les a décapés, mais ça purifie aussi, quelque part. Ça a dû repositionner un peu vos relations les uns aux autres différemment. Et vous faire mûrir et grandir les uns avec les autres différemment. En plus, je suis persuadé que Sophie œuvre pour nous aider à nous reconstruire. Elle ne lâche pas, ça j'en suis sûr. Parle d'autre chose. Je voudrais juste vous savez, dans l'émission, il y a des citations. Oui. D'accord ? Je voudrais juste vous amener la mienne, parce que je trouve qu'elle va bien à ce moment-là. Allez-y. Je ne sais pas à quel moment ira la vôtre, et puis on parlera de cet objet mystérieux qui nous accompagne depuis le début de l'émission. C'est vous, c'est un objet dangereux. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Alors, la citation, elle n'est pas moi, elle est de Saint-Matthieu. Bravo. Mais j'ai tout simplement été chercher, j'aurais pu aller chercher une citation littéraire, quelque chose. Mais j'ai juste repris la phrase qui avait servi de thème à ces JMJ, et je la trouve très étonnante par rapport au destin de Sophie. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Je vous jure, la phrase, elle m'a sauté aux yeux. J'ai dit, regardez la fécondité de cette nana, qui était, comme vous dites, c'était une jeune femme super bien, etc. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà. Parce que c'est la fin de l'évangile de Saint-Matthieu. Et vous avez remâché un petit peu cette citation, cette phrase, François. Oui, bien sûr. Et quand on a offert au pape, parce qu'on a eu la chance de rencontrer le pape en famille un an après, enfin 2 jours avant la canonisation de Jean-Paul II, grâce au cardinal Barbarin, on s'est retrouvés à la messe et après on s'est retrouvés tous les 5 avec le pape. On lui avait fait un petit cadre dans lequel on lui avait mis on a fait un memento de Sophie, l'image de Sophie. On lui avait mis le badge de Sophie des JMJ et on avait écrit en latin la dernière phrase de l'évangile de Saint-Matthieu. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qu'on lui a offert. Et cette rencontre avec le pape, vous en parlez dans le livre, mais en parler comme ça... C'est très émouvant parce que, pour citer un prêtre que j'aime beaucoup, André Anthony de la congrégation des Assomptionnistes, il dit le pape François, c'est un pape qu'on touche. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est ce qui vous est arrivé, vous. Le pape Jean-Paul II, c'est un pape qu'on regardait. Ouais. Le pape Benoît, c'est un pape qu'on écoutait. Et le pape François, c'est un pape qu'on touche. Et il y a eu du contact entre vous. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais ça, et tout d'un coup, en fait, il s'est branché, et tout de suite, il s'est mis en prière, quand il a compris que c'était nous. Ouais. Et nos fronts se sont touchés. Et on est restés comme ça, front contre front, en train de prier. Et il a dit, voilà, je prie pour vous, mais surtout, je vous demande de prier beaucoup pour moi. Quel moment. Quel moment. Merci, alors, voilà, merci Sophie, quand même. Merci Sophie. Mais c'est vrai que... Alors après, les gens peuvent dire, bah oui, mais de toute façon, ils sont un peu... Un peu quoi ? Un peu mégal. Enfin, ils sont contents qu'on parle de, etc. Je veux dire quelque chose, que ce soit très clair. Moi, j'aurais préféré être dans la foule anonyme au 25e rang avec ma fille à côté pour la candidature du pape, parce qu'on est prévu d'y aller. Ouais. Donc voilà, on ne se trompe pas. Mais à un moment, la vie permet d'avoir ces lianes qui font que vous repartez, vous passez d'un pont à un autre et vous avancez. En tout cas, merci pour ce livre, Et le ciel devient familier, que je vous invite vraiment à lire, parce que là, si vous avez l'impression qu'on vous a tout raconté, absolument pas. Mais c'était important, je trouve, votre ami avait raison de témoigner des fruits que vous aviez reçus et des grâces. Vous avez dit le mot grâce au début de l'émission, François Morinière, et c'est, même dans les pires moments de sa vie, voilà, accueillir et donc, la grâce. Puisque vous parlez de Saint-Matthieu, oui. Je reparle aussi de Saint-Matthieu, et je pense aussi surtout aux disciples d'Emmaüs, parce que je vous parlais tout à l'heure des signes de Dieu, de la présence de Dieu et de l'existence de Dieu. Et pour moi, c'est exactement ça. Notre cœur n'était peut-être pas tout brûlant alors qu'il était là et on ne le voyait pas. Donc, vous voyez, à un moment, il faut voir et écouter et sentir la présence de Dieu qui est réelle. Et moi, je peux en témoigner. Merci beaucoup. Alors évidemment, on va parler aussi d'autre chose, que moi j'aimerais qu'on parle aussi de l'homme que vous êtes, du chef d'entreprise que vous êtes. Alors, on va juste commencer par là. Vous étiez quel genre de petit garçon, vous ? J'étais un petit garçon normal, qui s'amusait beaucoup, qui rigolait, qui travaillait mais pas trop. D'accord. Voilà. Heureux, famille catholique pratiquante, classique. Vous vouliez faire quoi petit, quand vous étiez petit ? J'adorais les trains. Ah. Donc j'habitais Malakoff.
Là où sont Ça, 100 mètres implantés d'ici. les studios de KTO. Voilà, donc la gare de Malakoff n'avait pas de secret pour moi parce que j'allais voir passer les trains. J'étais fasciné par les trains. Cheminot, pour moi, c'était un métier formidable. Vous avez, là spontanément, je vous pose la question, hein, l'odeur de votre enfance? L'odeur de mon enfance, probablement le jardin, les noisetiers, les peupliers, voilà. Ah, c'est une odeur de campagne. De jardin. J'étais De heureux, jardin, Ouais, parce qu'on avait une maison et voilà. C'est probablement ça, voilà, l'odeur de mon jardin. Et donc, petit, vous vouliez faire cheminot. Ouais. Donc, vous avez, on va dire, raté votre Et carrière. absolument. D'accord. Donc là, on va passer dans la partie dramatique de l'émission. Non, vous avez fait une très belle carrière. Vous avez fait une école de commerce, une grande école de commerce. Donc, on peut penser que vous avez été un bon élève quand même. Vous avez fait le SCP, c'est ça? Voilà. Vous avez démarré tout de suite une carrière sur les... Alors, vous avez été dans la marine, vous, au départ. marin, Ça, c'est incroyable. Officier de réserve, oui. Ouais. Et Super. alors, qu'est-ce qui Passionnant. vous attire dans la marine? L'uniforme. Non, parce que, attendez, il faut quand même que je dise quelque chose. Quand on se connecte sur Twitter avec vous, c'est marqué aime la vie, aime le foot, aime le rugby, aime les paquebots. Ah oui, parce que Les alors- paquebots, tiens Ah oui, donc. oui, parce que mon papa a habité très longtemps à Saint-Nazaire. D'accord. Et donc, quand on est un enfant de Saint-Nazaire, dans les années 30, le chantier de Saint-Nazaire, c'est la fierté de la ville. Tout tourne bien autour sûr. de ça. Et donc, l'enfance de mon papa était rythmée par les lancements de paquebots, les croisières, les escales de paquebots. Puis après, les combats de la guerre. Parce que, bien sûr, le port de Saint-Nazaire était une place forte allemande et qui était très régulièrement bombardée par les Alliés, les sorties de nuit, etc. Enfin, et donc, il était fasciné par les paquebots et donc il m'a transmis. Et vous avec? Voilà, j'adore les paquebots. Ah ouais. Et la marine, pourquoi alors? J'aime la mer. Voilà. Et Vous avez fait ça combien de temps? 20 mois. Et puis surtout, je pense que c'était une bonne façon de voyager. Je m'étais dit, tiens, ça va être sympa, voyager. Et puis, voilà, donc c'était voyager sur l'eau, c'était magnifique. Et c'était une très belle expérience humaine, mais aussi de management. On n'a pas idée de la sophistication et de l'exemplarité, l'excellence de l'armée en termes de management. On voit ça comme une espèce de machine où on obéit aux ordres. Un bateau, c'est extrêmement compliqué à faire marcher, ça marche 24 heures sur 24. C'est du fonctionnement matriciel, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un commandant, des chefs de service, ça se relaye, ça se passe la main, et ça marche. Donc, et j'avais des chefs très inspirants. J'avais des officiers au-dessus de moi qui étaient remarquables. Ah, Et donc, l'exemple du du chef. Ouais. coup, oui. J'ai toujours été porté par l'exemple du chef. Ouais. J'en ai besoin. Il y a des pas dans votre vie réelle, mais est-ce qu'il y a des grands chefs militaires ou des grandes personnalités qui vous ont inspiré dans votre réflexion, que ce soit, moi je sais pas, des saints, des hommes politiques, des hommes historiques, des femmes, bien sûr? Oui, Saint Thomas More. Ah ouais, tiens, il n'est pas souvent cité dans cette émission, Saint Thomas More. Voilà. D'accord, il Sympa. vous inspire en quoi? Bah, Parce qu'on utilise d'ailleurs les doctrines de le- Saint Thomas More dans le management. Hein. Ah oui, parce que Ouais. parce que c'est un immense homme d'État, donc chef d'une entreprise qui s'appelle l'État, je ne sais pas si c'est une entreprise, enfin homme d'État. Mais qu'est-ce qui, dans son enseignement... Respecté, adulé. Ah, c'est pas tellement son enseignement, D'accord. etc. C'est plus son exemple de vie. D'accord. C'est plus de. Et qu'est-ce qui vous édifie spécialement, Bah, pardon? ça couper la tête parce qu'on résiste au roi qui veut épouser Ouais. Anne Boleyn. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a de l'engagement là, ouais. Voilà quoi. Mm. Et il va jusqu'au bout, quoi. C'est fort. Et le fait d'avoir connu ces chefs dans votre vraie vie, inspirants, dans la marine, etc., ça vous a formé, ça vous a forgé comme chef Ah oui, c'est d'entreprise sûr, après? c'est sûr. Parce qu'après, vous êtes rentré chez Rossignol. Ouais, c'est sûr, mais j'avais un Ouais. amiral qui était fantastique, qui commandait là où j'étais. Et c'était un homme qui avait un immense respect des gens, qui n'était pas du tout un officier autoritaire, au contraire, qui écoutait énormément. Et ça, c'est très inspirant pour moi. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez compris? Parce que vous êtes passé par différentes Ouais. sociétés. Ouais. Notamment, il y en a une qui est assez connue. Enfin, je vais dire son ancien nom, parce que sinon, le nouveau, on va peut-être pas trop parler, mais Giraudy Affichage, que vous Ouais. avez présidé, donc là, on est en 2004. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme manager, essayé de faire? Essayer de faire passer comme valeur, comme message, puis en même temps, il y a une boîte à faire tourner, on est dans le privé, il faut des bénéfices. Avoir un projet, donc dessiner un avenir, avoir une vision, faire rêver, se dire qu'on sert à quelque chose. Ouais. Ah bah bon, il y a quand même une croissance à 2 chiffres à ramener, là, François, donc... Pas chez Giraudy. Chez Non. Giraudy, c'était plutôt maintenir la barque à flot. D'accord. Donc c'était pas la croissance très rapide, mais il y avait un sens à ce qu'on faisait. Respecter les personnes et les hommes, malgré les difficultés.
Alors, c'est là que je sors mon objet. Ah, allez-y alors. Alors, depuis tout à l'heure, Alors, quand même, qu'est-ce que vous c'est que voyez, ça c'est une canne. Oui. C'est pas une canne comme les autres, ça s'appelle une maquila. Très bien. Alors, c'est un objet basque. C'est joli en tout cas. C'est beau, hein, maquila. C'est très très beau. Ouais. C'est une canne basque. Voyez-vous. Et comme ça, elle vous paraît anodine. Donc, elle vous aide à marcher sur les chemins basques. Mais elle a une autre fonction. Vous voyez, vous la dévissez. Et là, attention Non. à vous. Qu'est-ce qui se passe à Emmanuel. l'intérieur? Non, c'est pas une épée quand même. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dague et qui fait que si jamais vous croisez un animal sauvage, un serpent, vous pouvez vous défendre. D'accord, mais c'est très très. Venez voir, Ah, mais c'est très pointu. c'est très Ah oui, dangereux. c'est vraiment très dangereux. N'ayez Et- pas peur. Non, non, mais je me doute bien que vous n'allez pas Je ne vais pas vous faire de en mal. faire usage sur ce Et plateau. donc, dans la tradition basque, offrir le maquila, c'est un geste de très grande affection et d'amitié. C'est un énorme symbole, c'est pas Énorme juste... symbole basque de je t'offre une maquila, tu es mon ami, je t'honore. D'accord. Et cette maquila, c'est mon patron de chez Giraudy qui me l'a offert, Michel Cacot, qui a été mon patron, mon ami, mon mentor, qui est hélas décédé l'été dernier. Et il me l'a offert le jour où je suis devenu président. Il m'a dit, je te passe ça. Et il l'a fait graver 2 mots basques. C'est le bâton du maréchal. Voilà, exactement. Il y a 2 mots basques qui s'inscrivent ici. Et c'est écrit Hitsa Hitz. Bien sûr. Hitsa Hitz. Qui veut dire? La parole, c'est la parole. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau. Voilà. La parole donnée, la Ouais. parole qu'on va tenir jusqu'au Voilà. bout. La parole, c'est la parole. Ah, c'est vraiment un très bel objet, un très beau cadeau. Mais vous êtes C'est fait beau. débarquer de Giraudy aussi, ça c'est... Non, mais c'est pas lui qui m'a démarqué. Non, non, donc mais il je me succédait. doute bien. Non, mais ça pose question parce que vous êtes, on est dans un monde violent quand Ah, ça, on est c'est dans sûr, le monde ouais. de l'entreprise et des Ouais. grands groupes. Vous savez, il y a un ami à vous, le hasard fait que je le connaissais, donc je me suis permis de l'appeler au téléphone et je le salue au passage, Jean-Marc Robert, ça alors. qui avait une question pour vous. Ouais. Alors je vais vous la poser. Voilà. Donc vous le connaissez depuis longtemps. Ah oui, ça. C'est Voilà. cette époque-là. De cette époque-là, c'est un ami de longue date Ouais. qui vous connaît bien. Et je vais me faire l'interprète de sa question, mais je la trouve très intéressante parce que vous avez eu tout un parcours en entreprise, ça a été violent, vous êtes fait débarquer. Bon, après, il y a l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes heureux en entreprise chez Eneo, on est vraiment très content pour vous. Mais il dit pourquoi François, n'as-tu pas monté ton entreprise au lieu de passer dans les broyeuses de l'actionnariat, qui sont des endroits où on plie, où on part. Tu avais tout ce qu'il faut, donc je me fais son interprète, c'est pour ça que je vous tutoie, tu avais tout ce qu'il faut, pourquoi tu n'as pas monté ton entreprise? C'est une bonne question. Merci Jean-Marc. Parce que je pense qu'à chaque fois où la question s'est posée, où est arrivé un projet qui m'attirait et qui fait que du coup je pouvais partir sur quelque chose qui me semblait me passionner. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir. Et donc et je suis plutôt bon public, je crois plutôt l'histoire qu'on me raconte. Et donc, l'histoire semblait belle à chaque fois, et donc j'étais capable de me réengager dans un autre projet. Donc, Mais ça a été une question, j'entends quand même que vous ah avez oui, bien sûr, réfléchi bah, quand même à forcément, monter votre forcément. Et puis, entreprise, la à être un question- entrepreneur la vraiment. question, plus vous vieillissez, plus elle est prenante, parce que moins vous tolérez de vous faire marcher sur la figure. Bien sûr. Parce qu'à un moment, ça va, quoi. Après, il y a toute la question de la prise de risque aussi. Après, il y a la question de la prise de risque. Mais bon, vous savez, quand vous êtes... enfin, il y a une différence quand vous jouez votre argent, que ce n'est pas le vôtre. Enfin, vous prenez quand même des risques. Hein. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'attendez pas le matin que l'actionnaire vous dise ce que vous avez à faire. Non, mais c'est l'argent des autres, je veux dire, c'est quand même pas la Je suis même d'accord. chose Mais d'avoir c'est ça. ça, c'est vrai. On est d'accord. On est d'accord. Mais voilà, ça s'est pas présenté comme ça, et j'avais des capacités de rebondir, et donc je suis assez curieux d'esprit, moi. Donc quand on vous a proposé l'équipe, c'est quand même un cadeau l'équipe, royal, non? c'était, Parce que pour un passionné de sport comme vous... oui, c'était mon rêve. Quoi. Ouais. Je dis souvent dans ma vie, il y a 2 choses qui n'ont pas changé depuis que j'ai 15 ans, c'est que je bois un café le matin et que je dis l'équipe, tout le reste a changé. Et ça n'a pas changé. Et donc effectivement, ça faisait partie de ma... Oui, c'était un rêve que je réalisais, ouais, bien sûr. J'étais comme un gamin. Ouais. Je parlais de sport, principalement rugby et foot. Ouais. Pas n'importe quel foot, Saint-Étienne, s'il vous plaît. Quand même pas exagéré. Saint-Étienne, pourquoi on ne sait pas. Parce que quand on a 10 ans en France et qu'on Bah oui. aime le sport, C'était la grande époque de il n'y Saint-Étienne. a qu'un match par semaine à la télé, et vous voir tous les mois, et c'est Saint-Étienne. Et cette équipe était, voilà, elle était renversante, elle était, on avait envie de jouer avec eux sur le terrain. On avait, enfin, voilà, on aurait voulu être avec eux sur le terrain pour se défoncer, quoi.
Ce matin, j'écoutais le témoignage du vicaire de la paroisse de Saint-Tropez, qui est une baraque, je crois que ça s'appelle le Père de Saint-Cernin, alors physique de rugbyman, qui joue du rugby et qui joue au tournoi des 6 stations, et non pas des 6 nations, avec des domicilies, des gens là. Et il témoignait en disant qu'il faisait des liens entre le terrain de rugby et la messe, et la vie de chrétien, et le fait qu'on pouvait être curé, enfin prêtre et joueur de rugby en 3e ligne. Et il disait quelque chose, je voulais vous le soumettre, il disait, le terrain de rugby, c'est de l'engagement. On va se faire mal. On va se faire mal pour les autres. Et on le sait. C'est de l'engagement. On est là pour les copains. On est là pour gagner éventuellement. Et dit, et pour moi, c'est toute la vie chrétienne, se faire mal pour les autres. Ça vous évoque quoi, François Morinière? C'est plus que la vie, c'est la vie humaine d'abord. Hein, c'est comme ça qu'on est heureux dans la vie. Après, bien sûr, on peut y voir une dimension transcendantale, mais pour moi, c'est d'abord la leçon humaine. L'autre jour, il y avait Jean-Pierre Riff qui disait faut de l'amour pour prendre un timbre à la place du copain. Ah oui, c'est vrai. Et il savait de quoi il parlait, parce que lui, il en a pris des timbres dans la figure, à se faire arracher la tête et à saigner de tous les côtés. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être chrétien pour jouer au rugby. Le rugby, c'est une école de vie, le foot, c'est une école de vie, le sport est une école de vie formidable. Et malheureusement, dans notre pays, on ne l'a pas compris toujours. Contrairement aux pays anglo-saxons où le sport fait partie de l'éducation. Donc on l'a toujours mis au rebut. Mais ça changerait beaucoup de choses si le sport devenait un élément de la croissance de l'homme. Et vous, quand vous étiez à la tête de l'équipe, vous avez essayé de... Oui, bien sûr, on a fait pas mal de choses, on a essayé, mais on n'est qu'un média. Donc on n'est pas un acteur du sport, oui, tout à fait. On est un miroir. Non mais bon, les unes de l'équipe, même les gens comme moi, qui très honnêtement ne s'intéressent pas au sport, les unes de l'équipe, on les regarde quand il y a des gros événements, il y en a même qui les conservent, évidemment. Enfin, il y a... Voilà. Non, mais l'équipe contribue, mais après... On est plus dans un domaine politique, qui est de dire politique au sens organisation de la société, c'est-à-dire est-ce qu'on veut donner au sport sa place. Mais tant qu'on aura des présidents de la République et des premiers ministres qui nommeront le secrétaire d'État au sport comme le dernier, le 22e, 24e, dernière position, c'est toujours le sport, donc tout est dit. Et puis celui qui est nommé, il fait vraiment la gueule, quoi. À part quelques-uns. Parce qu'il n'a plus décroché que le sport. Voilà. Heureusement qu'il y en a comme ça et qui ont eu le courage, j'en connais beaucoup, des ministres qui ont été formidables, mais voilà, tout est dit. Tout est dit, quoi. C'est vraiment le dernier strapontin, quoi. Parce qu'il faut quand même mettre un mec pour le sport, quoi. Ou une nana. Bon, allez, ça fait bien. Ça fait bien. C'est dommage. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise complètement différente. On est dans le milieu viticole. Néo, vous faites des bouchons de vin, en fait. Oui, des bouchons, des barriques. De champagne, des barriques. Voilà, c'est une très belle boîte. Je ne connaissais pas du tout. Très belle entreprise. Je suis allée voir votre site internet. À l'âge que vous avez aujourd'hui, combien ? 52. Voilà. Avec l'expérience, la maturité que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez de faire chez Enéo que vous n'avez peut-être pas fait ailleurs ? Ce que j'essaie de faire, je pense que planifier le futur encore plus, parce que je pense que peut-être dans des environnements extrêmement durs économiquement, comme par exemple les médias, et la presse en particulier, on a énormément de mal à planifier le futur. D'abord parce qu'on est dans une contrainte très forte de temporalité, et qu'ensuite, qui est celui qui sera capable de dire quel est le modèle économique des médias dans les 10 ans qui viennent? Personne. Dans les 5 ans, personne. D'accord? Donc voilà. Là, dans une entreprise comme Enéo, on a la chance de pouvoir faire de la prospective, de pouvoir regarder à long terme. Enfin, en tout cas, c'est vrai dans beaucoup d'autres entreprises, mais dans mon cas personnel, c'est un peu différent. Et donc, on travaille sur le futur. En plus, le monde du vin, c'est un monde qui est à l'opposé du monde des médias. Le monde des médias, maintenant, on raisonne à la seconde, à la dizaine, 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va mettre en bandeau dans une demi-heure? Merde, Twitter, machin, bidule, etc. Le vin, il n'y a qu'une saison par an, il n'y a qu'une vendange. Il faut expliquer ce qu'on fait. C'est du temps long. C'est du temps long. C'est des investissements qui s'engagent sur 10, 20, 30, 50 ans. Et donc forcément, on parle à des gens qui ont une vision long terme. Et donc vous êtes obligé de vous caler sur ce tempo-là. Et ce n'est pas désagréable. Et vous, ça vous va bien, en tout cas? Tout me va, parce que je m'adapte et que je suis là pour servir et mes actionnaires, et mes clients, et mes employés. Mais c'est vrai que dans un cycle professionnel, c'est intéressant d'avoir à un moment donné, effectivement, un changement de perspective de ce type-là. Alors, il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous, qui est à côté de la vie professionnelle. Les téléspectateurs de KTO connaissent bien un événement qui a lieu au début du mois d'octobre, qui s'appelle les Entretiens de Valpré. Oui. Valpré, c'est un centre juste à côté de Lyon, à Écully, qui est tenu par la communauté assomptionniste, un centre de congrès et de séminaire, initialement. C'est également une église, évidemment. Et depuis, ça fait combien de temps? 15 ans maintenant 15 ans. Que les assomptionnistes, dont Bayard, a créé les Entretiens de Valpré, qui sont des rencontres d'affaires, d'entrepreneurs. Et le cardinal Barbarin, dès le départ, a été là et est
toujours là. Donc c'est des rencontres où on va discuter, il y a un thème chaque année assez profond évidemment, ça peut être l'argent, ça peut être l'autorité, ça peut être, bon, il y a tout un tas de thèmes qui ont été brassés en 15 ans. KTO est partenaire de l'événement, maintenant les Bernardins aussi, le collège des Bernardins, il y a une soirée qui se fait avant Bernardin. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi j'ai été partie prenante aussi parce que j'ai présenté des colloques là-bas, donc je connais bien. Et aujourd'hui, donc pourquoi j'en parle? Parce que François Morinière, c'est vous qui avez repris la présidence des entretiens de Valprès, c'est quand même un engagement dans le temps, parce que ça prend du temps. Hein. C'est un engagement intellectuel, parce qu'on fait venir des gens de très haut niveau, on conçoit pendant un an le produit. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous, à part le fait qu'on vous l'ait demandé, mais qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui à cet engagement-là, alors que j'imagine qu'on vient vous chercher pour d'autres choses auxquelles vous n'allez pas dire oui? Je pense que c'est un engagement qui joue l'utile et l'agréable. L'utile parce que on essaie de construire une société qui est meilleure, c'est le regard de Dieu. Et puis agréable parce que c'est passionnant de réfléchir à des sujets qui tournent quand même pour les entretiens de Valprès, autour de l'économie, de l'entreprise, des sujets sociétaux. Donc c'est quand même... Et de l'humain dans l'entreprise. Voilà, et donc c'est quand même des trucs qui, quand on est chez l'entreprise, ça vous parle un peu. On voit en ce moment comment les gens sont pressurisés, tournent au boulet, se posent des tas de questions, s'en remettent en cause, sont remis en cause. Et donc, donner des caps, donner du sens, donner des outils, les aider, leur permettre de réfléchir, d'échanger, et de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls sur ce chemin, ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on essaie de donner du sens à son boulot, qu'on essaie de servir, qu'on est au service des autres, au service de la société, parfois, on se sent parfois seul, parce qu'on se dit, la machine vous broie. Et le fait de savoir qu'on est quelques dizaines, centaines, à être à peu près dans la même posture de réflexion, de cheminement, d'interrogation, eh bien, ça donne de la force. Et je pense que c'est ça, au-delà de tout ce qu'on peut dire intellectuellement aux entretiens de Valprès, et Dieu sait, comme vous le savez, que le niveau de réflexion et d'échange est très élevé, je pense qu'on sort de là regonflé. C'est comme un arrêt au stand, dans une course difficile. On change les pneus, on met de l'huile, on fait de l'essence, on nettoie le pare-brise et on repart. Et le cardinal Barbarin qui vient innerver tout ça de sa foi et de son humour et donc, aussi, du coup, et de sa connaissance, qui s'intéresse énormément au monde de l'entreprise. Et donc du coup, nouveau clin d'œil de la Providence, puisque ça me permet de retrouver mon cher cardinal, que j'admire et que j'aime infiniment. Et donc comme ça nous permet de se voir un et peu la plus. boucle est bouclée. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris cet engagement. Vous ne m'avez pas donné votre citation, François? Alors, ma citation, elle est de Churchill. Elle est en anglais, donc elle est difficile à traduire en français, mais je vais essayer de la traduire en français. Dites avoir déjà en anglais? Non, je vais la dire en français, non, parce que si des spectateurs comprennent pas. On a pas. des spectateurs éduqués. Alors, on gagne sa vie parce que l'on reçoit. On construit sa vie parce que l'on donne. Ah, je ne la connaissais pas. Pourtant, je me targue de connaître pas mal de Churchill, mais je ne la connaissais pas, celle-là. Et c'est une sorte de devise pour vous, ou quelque chose qui vous montre la marche à suivre? Oui, en fait moi je crois beaucoup, c'est quand on donne qu'on reçoit, ça c'est sûr, y compris dans le monde professionnel. C'est quand on sème des graines qu'on reçoit. C'est parfois extrêmement décevant, c'est parfois extrêmement cruel. Il y a les graines qui tombent à côté, qui ne germent pas. Voilà, il y a des gens qui profitent de vous. À vous aussi, ça vous arrive. Qui vous dupent. Mais il y a tellement de cas où c'est enivrant, exaltant, fort de récompense, etc., que ça vaut le coup. Pas hésiter une seconde. C'est une jolie citation. Pas hésiter une seconde. Voilà. Et c'est vrai dans plein de domaines. C'est même vrai pardon de revenir sur le plan des affaires. Alors, peut-être que je suis iconoclaste et différent des autres, mais il y a plein de fois dans le monde des affaires, il faut tendre la main, il faut aider. D'abord, il faut rendre service. Et après, les choses grandissent, les choses se bâtissent dans la durée. Alors bien sûr, parfois vous faites avoir. Il ne faut pas être naïf, mais il faut un brin quand même de cet état d'esprit pour avancer. J'en suis sûr, sûr. Moi, j'en suis certaine aussi. Et voilà. Et donc c'est vrai dans le monde des affaires, c'est vrai dans le monde du travail, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans plein de sujets. Et je trouve que cette citation de Churchill, elle est pleine de vérité, quoi. Elle est pleine de vérité. Alors, une autre question, on va partir cette fois-ci en littérature. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très nourrie par certains auteurs, par certains livres. Et puis, quand on est très nourri, on a envie d'offrir ses livres, on a envie que ce soit connu. Est-ce que vous avez dans votre vie un livre, un auteur qui vous a marqué, qui vous édifie, qui vous construit, qui vous aide à avancer, qui vous nourrit? Alors, en toute honnêteté, je
je suis plus cinéphile que littéraire. Ah bah ça peut être un film, hein. Alors, Dites-moi. Je peux quand même commencer à... Je fais mon métier, On a- je réponds à la question. 2 minutes, une pour le film et une pour le livre. Alors, Alors, le allons-y. livre, j'ai un livre qui m'a toujours marqué, c'est Guerre et paix de Tolstoï. C'est quoi, c'est Guerre et Guerre et paix de Tolstoï. Voilà, ça c'est un livre D'accord. que j'ai... Oui, c'est pas la petite référence non plus. C'est un livre que j'ai adoré, qui m'a marqué. Je trouve qu'il y a plein d'éclairage, tout ce qui se passe en ce moment sur ce qu'est la Russie. Donc c'est un livre que vous nous incitez à relire maintenant, Ah ouais, bien sûr, Guerre et paix, bien en sûr, fonction bien de ce sûr, qui se bien passe sûr. dans notre monde. Bien sûr, le nord de la Russie, son histoire, ça, voilà. On ne peut pas les piétiner. Après, je ne fais pas de politique et la question n'est pas dans le jugement des hommes. Faites pas politique parce que vous ne voulez pas faire de politique. Non, On a mais dû c'est vous dire, pas- vous cherchez à ce niveau-là. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas l'objet D'accord. c'est pas l'objet de notre rencontre. On verra une autre fois. Et après, en termes de film, l'Évangile selon Matthieu, de Pasolini. De Pasolini. Hein, Mhm. à revoir comme une immense serpe qui vous découpe en rondelles, comme peut être cet évangile aussi cinglant que dur. C'est un film magnifique. Bien sûr, Un homme pour l'éternité, l'histoire de saint Thomas More. Mhm. Oscar 67 du meilleur film. Je ne l'ai pas vu celui-là. Un homme pour l'éternité. Un homme pour Et ça l'éternité. raconte l'histoire de saint Thomas. Voilà. Ah, merci pour l'info. Réalisé par un juif, Franzinman, D'accord. tout Bah, compris. voilà. Le Crabe-Tambour, bien sûr, Ouais. Pierre Schoendoerfer, parce que marin, et puis par cette phrase magnifique de Jacques Dufilot, la liberté, ce n'est pas le choix entre le bien et le mal, mais c'est le choix entre deux biens dont l'un est supérieur à l'autre. Alors je la connaissais la phrase, je ne savais pas qu'elle était issue de ce film. Elle n'est pas lui, mais il la Mais cite, il la dans, cite dans le cite dans Crabe-Tambour. le carré. Voilà. Donc ça, c'est des films D'accord. qui sont pour moi des films Et magnifiques. puis tout et puis quand même, Schoendoerfer à la on est KTO, donc bien sûr, La loi du silence, I Confess d'Alfred Hitchcock, avec Montgomery Clift, qui joue le rôle du prêtre, qui garde le secret de la confession, et qui passe de mourir, mais qui tient bon. Ah, vous avez des références intéressantes. J'espère que vous avez pris des notes les uns et Ouais, les c'est autres. des parce trucs que... connus, hein, c'est non, pas, mais c'est pas des- mais je ne connaissais pas, moi, La loi du silence. Je ne l'ai pas vu non plus. Ah oui, c'est un Donc je vais film. prendre des notes, je vais Un faire comme les film, téléspectateurs. En Vous anglais, I Confess. Ah, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Nous, on reçoit des tonnes de courriers à KTO en disant qu'est-ce qu'il a dit déjà, François Morinière, comme Alors, film, I comme Confess, je machin. te conseille. En plus, I Confess. ça vous ferait un plaisir, parce qu'il était c'était magnifique. Ah bah écoutez, merci pour ces petites notes. On va regarder ça, on va lire tout ça. Je voudrais vous remercier pour cette émission aussi. Je vous en prie. On a dit beaucoup de choses, je suis Je sais contente. pas, c'est tant mais mieux. on J'espère aurait que pu faire une heure de plus, je crois, sans problème. On est bien, oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, François? Eh bien, de continuer sur le chemin et d'être heureux, voilà. Et puis que la vie m'amène à des nouvelles rencontres, voilà, d'autres rencontres comme celles que j'ai pu faire depuis celles dont on a parlé. Voilà. Moi, le mot qui me vient en pensant à l'émission qu'on vient de faire, et à votre livre, c'est le mot fécondité. Donc moi, je vous souhaite, à vous et à votre famille, d'être féconds comme vous l'êtes tous, et parce que ça nous porte, nous C'est aussi. gentil. Donc je vous remercie Et aussi, infiniment. vous me portez. On se porte Voyez. mutuellement, c'est les piliers dont on Voilà. parlait tout à l'heure. Exactement. En tout cas, merci infiniment. À très bientôt, François Merci. Morinière. Au revoir.